Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce débat consacré aux élections départementales dans l'Oise. Elles auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Près de 560 000 électeurs sont appelés à élire 21 binômes paritaires dans les 21 cantons de l'Oise, donc 42 conseillers. Et c'est important car les départements ont de nombreuses compétences qui touchent de près notre vie quotidienne. La famille, les aides sociales, l'entretien des routes, la rénovation des collèges, les moyens alloués aux pompiers, les projets culturels ou sportifs, entre autres. Vous allez le voir, la majorité sortante de ce conseil est de droite, 15 cantons sur 21. La gauche détient actuellement 4 cantons, 2 socialistes et 2 communistes. Enfin, le Rassemblement national est à la tête de 2 cantons. Et pour en débattre sur ce plateau, nos invités sont au nombre de 4. Je vous les présente par ordre alphabétique. Ilham Allé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de La République En Marche, conseillère départementale sortante sur le canton de Méru. On va d'ailleurs voir s'afficher l'ensemble des binômes sur ce canton. Avant cela, vous avez été membre du Parti socialiste, puisque vous avez été pendant 17 ans l'assistante parlementaire du député Michel Français. Tout à fait. Thierry Auré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Parti communiste, conseiller municipal d'opposition à Beauvais, également élu à l'agglomération. Vous êtes candidat dans le canton Beauvais 1 sur la liste l'Oise en commun. On va voir quels sont les autres binômes sur ce canton. Et vous faites campagne, c'est inédit, avec la gauche unie ou presque, communiste donc, mais aussi socialiste, écologiste, génération, radicaux de gauche. Seule la France insoumise ne s'est pas ralliée à vous. Michel Guignot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Rassemblement national, vice-président de votre groupe au conseil régional, président de votre groupe au département et conseiller départemental sortant pour le canton de Noyon, avec en face de vous 4 autres binômes. On les voit s'afficher à l'écran. Olivier Paco, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur, vous avez été membre du groupe Les Républicains, mais vous n'êtes plus carté aujourd'hui. Vous restez, dites-vous, un gaulliste dans l'âme. Tout à fait. Vous êtes conseiller départemental sortant pour le canton de Mouy, dont les autres candidats vont s'afficher à l'écran. Votre liste de droite et du centre donc s'appelle l'Oise en action. Au conseil départemental, vous avez été vice-président à l'éducation, la jeunesse et la citoyenneté entre 2015 et 2017. C'est cela. Entrons dans le vif du sujet. Je vais d'abord vous laisser à chacun un temps pour présenter votre bilan éventuellement et en tout cas vos projets pour le département. C'est un tirage au sort qui a décidé de votre ordre de passage. Monsieur Guignot, je vous laisse la parole en premier. Merci. Oui, bien écoutez, pour le bilan, nous en reparlerons peut-être un peu ultérieurement. Je crois que ce qui compte, c'est plutôt l'avenir aujourd'hui. Nous voulons faire de l'Oise un département qui protège ses habitants, un département qui protège les Isariens. La sécurité partout, un plan turbo-sécurité pour les collèges, les communes, la police municipale, la gendarmerie, les pompiers, mais aussi l'aide aux victimes. La santé partout et pour tous. Là aussi, beaucoup de choses à dire. La protection des seniors pour qu'ils puissent vivre une retraite heureuse et tranquille dans notre département. La défense de l'identité française et de la laïcité. Il y a beaucoup à dire aussi, notamment les conséquences de l'immigration illégale. Sauver la ruralité. Pas de banlieue à la campagne, aider les jeunes, réparer les dégâts faits par la crise sanitaire, en passant par le sport, la culture, mais aussi le civisme. Et puis, bien sûr, l'environnement. Nous sommes aussi là pour laisser un monde plus propre à nos enfants. Merci Michel Guignot. On va passer la parole à Thierry Auré. Merci. Donc ces élections, déjà, elles se passent dans un contexte quand même très singulier, un peu lourd. On n'est pas encore sorti de cette crise du Covid, ça marque beaucoup les citoyens. Et certainement, peut-être, il y a des gens qui se disent qu'il y a d'autres préoccupations que d'aller voter dans 2 semaines. Et j'ai envie d'abord de leur dire que c'est une question très importante. La démocratie, c'est un bien essentiel et c'est le moment où on donne son avis, son point de vue sur les choix qui sont faits. Dans l'Oise, quelle est la situation ? On a eu en 2015 une nouvelle majorité de droite, les Républicains, qui arrivait avec ses obsessions, baisser les dépenses publiques, réduire le nombre d'agents départementaux, réduire l'action sociale, qui est pourtant une compétence très importante du département. Et puis, ils ont été rattrapés par la crise Covid, où là, on a vu toute l'importance d'avoir des politiques publiques fortes, d'avoir des services publics, d'avoir des agents publics de proximité, d'avoir une protection sociale forte. Eh bien, là, finalement, alors que le choix va être à faire, j'ai envie de dire aux Isariens, là, vous avez l'occasion de remettre en place une nouvelle majorité
de gauche et écologiste qui rassemble, c'est inédit, dans les 21 cantons de l'Oise, sous le label l'Oise en commun, toutes les forces de gauche et écologistes, pour remettre la solidarité entre toutes les générations, tous les territoires, toutes les situations sociales au cœur des actions du département, pour s'engager résolument dans la transition écologique, et puis surtout pour avoir aussi une politique qui tienne compte des habitants, une politique qui associe réellement les habitants aux décisions qui sont prises. On détaillera tout cela, bien entendu. Olivier Paccaud, je vous laisse également ce temps de présentation. Merci. Alors, chers collègues, chers amis de l'Oise, avec la majorité départementale et la présidente Nadège Lefebvre, notre parti, c'est l'Oise. Notre volonté, c'est de préserver notre environnement, notre qualité de vie, notre sécurité, notre santé et notre pouvoir d'achat. Notre volonté, je l'ai dit, mais aussi notre ambition, en partenariat avec toutes les communes, toutes les associations, c'est toujours d'améliorer les services et les équipements qui sont offerts aux habitants. Mais tous les habitants, les jeunes, les aînés, les demandeurs d'emploi, les personnes en situation de handicap, les familles, les ruraux, les urbains, nous sommes au service de tous. Alors, une Oise bien gérée, 0% de hausse d'impôts depuis 2015. Une Oise solidaire, avec des droits et des aides inédites en France. Une droite protectrice, la vidéoprotection, on l'a mis en place, on va aller plus loin. Une droite attractive et active, le chômage a baissé de 2,5 points dans l'Oise depuis 2015. Voilà ce que nous vous proposons. Merci Olivier Paccaud. Ilham Allais, je vous laisse donc conclure cette présentation des candidats. Tout simplement, donc, j'ai envie de dire, moi je suis élue depuis 2015. Bon, je suis fière du bilan que j'ai pu avoir très bien avec la majorité actuelle, donc il faut dire les choses telles quelles, aussi bien sur le plan humain et sur les actions menées à bien sur tout le territoire. Bon, je représente un parti, mais plutôt un mouvement, La République En Marche, mais qui est un mouvement très jeune, donc récent. Il faut laisser le temps de s'installer. C'est pour cette raison, d'ailleurs, nous ne sommes pas très nombreux à se présenter sur le département. Après, en ce qui concerne l'envie, et ça c'est à titre personnel, l'envie tout simplement, je rejoins un petit peu mon cher camarade et collègue Olivier Paccaud, c'est qu'il faut que le département continue ce qu'il a déjà établi. Donc, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan environnemental, sur le plan de l'action sociale, parce qu'on oublie de dire que l'action sociale, c'est quand même un premier point, c'est le premier poste, c'est 60% quand même du budget du département, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on n'en entend pas trop parler, alors que c'est quelque chose qui est quand même, pour moi, importante, parce que ça gère de l'enfance jusqu'à le 3e âge. Voilà, donc... Merci à tous les quatre. Alors avant de commencer à débattre, je vous propose, pour clarifier les choses pour nos téléspectateurs, de regarder un court sujet qui détaille les modalités d'une élection départementale et on se retrouve juste après. Depuis 2015, le conseil général s'appelle conseil départemental. L'Oise compte 21 cantons contre 41 auparavant. Désormais, on n'élit plus un seul conseiller général, mais un binôme de conseillers départementaux. Une femme et un homme, parité oblige, avec un binôme mixte de remplaçants. On compte donc 42 élus au conseil départemental de l'Oise. Pour être élu dès le premier tour, 2 conditions: obtenir plus de 50% des voix exprimées et que cela représente au minimum 25% de tous les électeurs inscrits sur les listes électorales du canton. Sinon, pour au moins se qualifier au second tour, il faut atteindre 12,5% des électeurs inscrits du canton. Si aucun des binômes n'atteint cette barre, les 2 premiers sont qualifiés. Et au second tour, c'est celui qui récoltera le plus de voix qui remportera l'élection. Un chiffre pour commencer. Le budget global du département de l'Oise, il tourne autour de 882 millions d'euros. Et plus de la moitié de ce budget, 440 millions, est consacré aux dépenses sociales. Olivier Paccaud, la majorité sortante s'affiche très satisfaite de son bilan. Si je reprends les termes de Nadège Lefebvre, la présidente, 21 promesses tenues. Alors que vos adversaires ont l'air de penser que vous avez beaucoup détricoté les avancées sociales de la mandature qui vous avait précédé, dans un département où près de 5% de la population touche le RSA. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je ne sais pas de quelles avancées sociales il parlait. En ce qui concerne le budget de l'action sociale, nous ne l'avons pas baissé, au contraire, nous l'avons augmenté. Nous l'avons augmenté de 6% entre 2015 et aujourd'hui. Alors, l'action sociale, ce sont beaucoup de mesures qui sont des missions obligées, entre guillemets. Le RSA, nous devons le verser, c'est comme ça. Mais en plus des missions obligées,
le département de l'Oise, depuis 2015, a apporté de nouvelles aides à de très nombreux habitants. Je prends quelques exemples. Le passe-permis citoyen. 16 000 bénéficiaires. Et là, c'est un changement de logique. Nous donnons des aides aux jeunes contre une contribution citoyenne. Ils touchent 600 € pour passer le permis contre 70 heures de service auprès d'une collectivité ou d'une association. Nous avons créé une aide à la garde d'enfants qui peut aller jusqu'à 480 € par an. Nous sommes venus en soutien aux travailleurs non salariés pendant la crise Covid. Nous sommes un des seuls départements de France à l'avoir fait. Nous avons mis en place aussi le bus pour l'emploi. Nous allons dans tous les cantons ruraux pour aller à la rencontre des demandeurs d'emploi. Nous avons créé aussi le plan santé pour aller installer des médecins, des masseurs, des chirurgiens dentistes là où il n'y en a pas. Et nous allons aller encore plus loin. Je prends que 2 exemples importants pour notre programme à venir. Nous allons créer une maison d'accueil pour les personnes victimes de violences intrafamiliales. Malheureusement, des femmes battues, il y en a trop. Et puis, c'est une mesure sociale. Nous allons apporter une aide pour les aînés en leur permettant de bénéficier d'une aide de 300 € pour installer une alarme anti-intrusion. Si ça, ce ne sont pas des mesures sociales, je ne sais pas ce que c'est. Alors ça, ce sont des mesures concrètes, Monsieur Horry. Pourtant, c'est vous qui parliez justement de détricotage de l'action sociale. Dans les politiques sociales du département, il y a des dépenses qui sont contraintes, qui sont fixées, dont le montant est fixé par l'État. Par exemple, c'est les dépenses du RSA ou de l'APA ou de l'allocation pour le handicap. Et d'ailleurs, je regrette, puisque ces dépenses, malheureusement, par exemple, progressent en raison de la situation sociale, que le département de l'Oise n'ait pas fait, comme d'autres départements, un recours vers l'État. Il y a des départements normands qui ont eu gain de cause de ce point de vue-là, pour que l'État compense à l'euro près les dépenses qu'il impose en termes de solidarité tout à fait justifiées. Ce qui permettrait de dégager des marges nouvelles de manœuvre pour le département. Par ailleurs, dans les actions sociales qui dépendent directement de la volonté du département, moi, ce que j'ai constaté, c'est des reculs dans un certain nombre de secteurs. Par exemple, sur la protection maternelle et infantile, c'est 1 million de moins qui a été mis. Et pour avoir rencontré à de nombreuses reprises des personnels dans les maisons de la solidarité, par exemple, tous disent qu'en quelques années, c'est beaucoup de personnel en moins sur le terrain, concrètement, au service des familles, des habitants qui ont été là mis en place. Et donc ça, ce sont des handicaps. On était encore il y a 2 semaines avec, par exemple, les assistantes, puisque c'est souvent des femmes, assistantes familiales, qui souffraient vraiment de la situation, du manque de reconnaissance qui leur est faite. Et elles ne sont actuellement rémunérées, par exemple, qu'à 1,60 de l'heure pour une mission qui est quand même très importante, très difficile, riche humainement, mais difficile. Et moi, j'ai ressenti chez beaucoup de personnel du département ce même sentiment de ne pas être reconnus dans leur mission, alors même qu'ils sont chargés de venir en aide, en soutien aux autres. Donc je pense qu'il y a vraiment cela à revoir, et tout ça s'est fait aussi sur un fond de réduction progressive du nombre d'agents, que ce soit les agents titulaires du département ou des agents contractuels du département. Or, il n'y a pas de politique sociale sans présence humaine, physique, concrète d'aide et de soutien aux personnes. Et pour le coup, je vais terminer là-dessus, l'action sociale, je pense qu'il y a vraiment besoin, parce que c'est tellement décrié par d'autres, comme à mon extrême droite par exemple, la question de l'action sociale, ça n'est pas un gros mot, c'est l'action en direction de toutes les générations, depuis la PMI jusqu'au grand âge. Justement, Monsieur Guignot, vous êtes mis en cause. Quelle est votre position sur le sujet, vous qui avez siégé dans cette assemblée? Oui, M. Horry dit ce qu'il veut et j'entends ce que je veux. Et d'ailleurs, ce sont les électeurs qui entendront ce qu'ils veulent. La preuve en est, aujourd'hui, le Parti communiste, où est-il? Juste à gauche. C'est ça aussi peut-être la différence. Un certain nombre de choses ont été faites au département. D'ailleurs, vous savez, quand il fait beau et que je dis moi-même qu'il y a du soleil, je ne vois pas pourquoi je dirais l'inverse. C'est vrai, un certain nombre de choses ont été faites. On a vu aussi dans quel état nous avons trouvé le département en 2015.
Hein, l'affaire des ordinateurs, c'est pas ordinateur 60, c'est ordi 60 millions. Donc, je précise et simplement tout le pour nos reste également, téléspectateurs, c'était des ordinateurs prêtés aux familles pour réduire la fracture numérique. Pardonnez-moi, madame, vendus sur le bon coin. Ça, c'est vous Comme qui le les dites. sièges auto donnés par la gauche, même à des gens qui n'avaient pas de véhicule. Et puis, combien d'autres les embauches à tout va dans certains cantons. Alors voilà, donc bon, balayer devant sa porte, c'est comme cela qu'on doit commencer. Par contre, ce que je peux tout de même, parce que vous parlez des dépenses sociales, au budget de 2021, pour les dépenses sociales, il y a 194 millions de solidarité sociale d'inscrits. Ça a été voté il n'y a pas tellement longtemps. Malheureusement, c'est vrai, oui, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté. Bien entendu, oui, c'est vrai. Mais là aussi, il faut peut-être se tourner vers l'État. Parce que, et c'est là peut-être un des reproches que je peux faire à la majorité, c'est de ne pas vouloir entrer en guerre avec l'État, d'entrer en guerre avec le gouvernement de M. Macron, que ce soit pour ce qu'ils imposent aux départements, aux collectivités locales. C'est l'État qui décide et ce sont les collectivités locales qui paient. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça va finir par ne plus aller du tout. Là encore, tout à l'heure, notre collègue Paco parlait d'un certain nombre de mises en place. C'est vrai que la présence forte, électoralement, politiquement dans le département, fait qu'en fait, la majorité actuelle a tenu compte des bulletins de vote des électeurs du Front National à l'époque, du Rassemblement National. Notamment, par exemple, contre la lutte contre la fraude au RSA. J'ai été dans les premières réunions d'Assemblée, je l'ai dit plusieurs fois, puisqu'on sait très bien que la fraude est exponentielle. Cette année, je crois que c'est 2 millions d'euros qui ont été récupérés. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc il faut continuer. Je pense qu'il y a peut-être 7, 8 ou 10 fois plus à récupérer. Et puis, un sujet que personne ne voudra aborder ici, bien entendu, c'est l'accueil des mineurs étrangers isolés ou isolés étrangers, appelés maintenant MNA. Ça aussi, ce sont des dépenses sociales du département. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros 2020-2021. Nous étions à 12 millions d'euros en 2015, plus 66% de dépenses. En nombre, plus 54%. Alors là encore, c'est l'État qui l'impose. Eh bien, le département doit entrer en guerre avec M. Macron et pas avoir de complaisance avec son gouvernement et ses décisions. C'est lui qui impose cela. Alors, posons la question à Madame Allais. Vous faites partie du parti présidentiel. Est-ce que les départements, selon vous, doivent se retourner contre le gouvernement pour se faire rembourser certaines dépenses, selon Alors, je ne vais pas dire se retourner, mais que solliciter le gouvernement, tout simplement pour avoir... plus que ça n'a été fait, alors. Je pense, oui, mais je reste persuadée que le gouvernement actuel n'est pas fermé aux propositions qu'on peut faire. Moi, je souhaite juste préciser par rapport à ce qu'on entend plein sur le social. Le département social, c'est quand même plus de 3200 travailleurs sociaux actuellement dans le département et qu'il faut les féliciter, les remercier pour tout le travail accompli auprès de toute génération actuelle. Donc, il n'y a pas que des gens qui râlent, je ne suis pas d'accord, ou qui sont insatisfaits. Le travail encore fait, il y a certaines qui vont me taper dessus. Mais le travail fait de la majorité actuelle, voilà, il faut appeler un chat, et a été fait dans ce sens. Donc voilà. La preuve, c'est qu'on a tous voté, y compris la gauche, sur tous les points donc, proposés par le conseil départemental actuel. En ce qui concerne les problèmes de mineurs non accompagnés, donc on n'en est pas dupe, c'est une question réelle, qu'il faut être honnête. C'est un réel problème, qu'il faut travailler aussi avec l'État et le gouvernement pour trouver des solutions. À titre d'information, je l'ai sollicité, donc j'ai saisi le gouvernement sur ce point-là. Donc on a un vrai problème, on a une partie des mineurs qui ne sont pas mineurs, voilà, qui sont majeurs. L'État, malgré tout, a fait en sorte des moyens pour aller déterminer, notamment les tests qu'on fait, tests osseux, autres. Donc voilà, il faut le reconnaître. Et on a aussi de réels problèmes sur des mineurs, enfin ados, délinquants. Et ça, là-dessus, je reste quand même, je suis formelle, ça ne relève pas du département, ça doit revenir à l'État et donc tout ce qui est judiciaire. Madame Allais, pardonnez-moi juste un instant. Vous faites partie aujourd'hui de l'AREM, oui. ces structures invertébrées. Eh bien, allez-vous, vous le savez certainement, vous parlez, j'entends ce que vous venez de dire, mais savez-vous quand même que le gouvernement, votre gouvernement, maintenant que vous avez rejoint l'AREM, s'apprête
là, dans les semaines, les mois qui viennent, à attribuer 500 € par mois à ces mineurs lorsqu'ils atteindront l'âge de 18 ans, c'est-à-dire la majorité, 500 € par mois, pour les aider, soi-disant, à s'insérer. Ma mère touche 460 € de retraite par mois. Voilà. Donc, est-ce que ça, c'est normal? C'est l'État, c'est le gouvernement que vous soutenez. Ouais. Et donc, aujourd'hui, c'est tout de même un problème. C'est-à-dire, non seulement on les a, si je puis dire, les départements les ont sur le Monsieur dos. Guignot, il ne comme faut des pas se mineurs, tromper mais d'élection. on va les avoir. Merci. On va les avoir. Mais, chers collègues, il est fort probable que l'État demande au département de payer cette note de 500 € Alors, par on va mois. laisser, pour chaque, voilà. Monsieur Paco vous Donc, ça, répondre. on ne se trompe pas d'élection parce qu'aujourd'hui, tout est politique, mon cher camarade Paco. Bien. Alors, mon cher collègue, je dirais pas camarade, mon cher collègue Guignot, mon cher collègue Horry, il ne faut pas se tromper d'élection. Vous voulez partir en guerre contre l'État. Là, il s'agit des élections départementales et nous assumons, Merci. nous, département de l'Oise, ce que la loi nous oblige d'assumer. Nous le faisons et nous regrettons effectivement que dans le cadre des mineurs non isolés et la présidente du département, qui est membre de l'ADF, l'Association des départements de France, est montée à de nombreuses reprises au créneau pour dénoncer effectivement les manquements de l'État dans le financement justement de l'accueil des mineurs non accompagnés. Et c'est vrai que ça pose un problème en matière d'accueil des jeunes oisiens qui sont Bien en sûr. difficulté. L'ASE, ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, c'est un budget important de 95 millions d'euros. Nous faisons beaucoup pour nos jeunes. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a à peu près 15 millions d'euros que l'on doit consacrer à ces jeunes mineurs non accompagnés étrangers. Alors, on a un peu de cœur. On est obligé d'assumer des choses. Laissez-moi terminer, très cher. On est obligé, effectivement, d'assumer des choses que l'État n'assume pas. Mais je ne peux pas laisser dire ce qu'a dit Thierry Horry tout à l'heure sur le fait que nous avons baissé la garde en matière d'action sociale. Nous avons augmenté le budget, je l'ai dit. Nous apportons plus d'aide. Vous avez parlé de la PMI, l'aide à la garde d'enfants, qui touche 90% des familles de l'Oise. Ça n'existe pratiquement dans aucun autre département. Vous trouvez que c'est une mauvaise chose? Vous parlez Alors, de la qu'est-ce- baisse bah, des effectifs. Laissez Monsieur Je vais Horry le laisser répondre. terminer, vous mais il y a posez une un seul question. point. Il a parlé de la baisse des effectifs en disant que ça, c'est de l'antisocial. Alors c'est vrai, les effectifs du département de l'Oise ont baissé. En 2015, nous sommes arrivés, ils étaient de 3600 à peu près, ils sont de 3100. C'est ça. Ben, les 500, vous savez où est la différence? C'était des contractuels temporaires, c'est-à-dire des gens qui avaient été embauchés pour 3 mois, 6 mois. Et comme l'a dit une personne sur ce plateau, il y en a beaucoup qui avaient été engagés juste avant l'élection. Dans mon Réduction canton de la Mouilly, précarité, il y en a Monsieur une Paco. centaine qui avaient été Vous pouvez embauchés dire de que façon c'est moi qui l'ai totalement dénoncé. On électorale. va laisser que- Monsieur Horry répondre sur ce point-là. Réduction de la précarité. Plusieurs choses. Quand j'ai dit que le département ne faisait pas comme l'ont fait d'autres départements, mener l'action et la réussir, par exemple le Calvados, la Manche, l'Orne, ont réussi, leur recours a réussi et ils ont eu le remboursement par l'État à l'euro près des dépenses qui sont engagées pour le RSA. Pourquoi le département de l'Oise 53% Pourquoi qui le sont départ- remboursés. Merci. Pourquoi le département de l'Oise ne l'a pas fait? Peut-être parce que sa majorité actuelle, elle est obsédée par la baisse des dépenses publiques, la baisse des dépenses sociales. Deux, sur les propos absolument insupportables qui sont tenus concernant les mineurs, on a l'impression que ce sont des objets. Non, les mineurs, ce sont des enfants. Et tout enfant, je veux dire, mérite la protection. C'est d'ailleurs la mission que lui confie la loi, au département. Donc ça, Même ceux je qui pense, ceux qui Monsieur Guignot, égorgent. c'est bon, vous avez eu votre temps de parole, vous me laissez terminer. Donc un enfant, c'est un enfant. Et je m'étonne que d'autres participants ici commencent eux aussi à dériver là-dessus. Je pense qu'il faut être intransigeant sur cette question-là. L'humain, c'est essentiel. Et je voudrais terminer par plusieurs éléments. J'ai critiqué le bilan actuel, nous portons d'autres propositions fortes. Par exemple, sur la question de la santé, il ne s'agit pas seulement de dire la santé, un soutien à la création de centres publics de santé avec des médecins salariés, de manière à lutter efficacement contre la désertification médicale qui touche notre département. Alors, Et on c'est va en une parler. aspiration aujourd'hui
des médecins de travailler ensemble, en équipe, en coopération, et de pouvoir aussi, à travers ces centres publics, de travailler la question de la prévention. 2, sur l'aide à la personne. Souvent, les personnes, souvent des femmes qui viennent en aide, sont très précarisées, très mal payées, très mal reconnues. Nous portons l'idée qu'il faut un vrai service public de l'aide à la personne avec des personnels qui soient reconnus. Dernier On vous élément, a et c'est de la entendus compétence tous. aussi du département, sur les collèges, je pense qu'il y a trop d'enfants qui ne mangent pas à la restauration scolaire pour des questions financières parce que les tarifs sont beaucoup plus élevés que dans beaucoup de villes. Et donc, nous portons l'idée qu'on baisse la tarification de la cantine, de la Alors, restauration scolaire dans les collèges, parce qu'un bon repas par jour, c'est quelque chose d'essentiel aussi pour bien apprendre. on vous a entendu tous sur cette question des aides sociales. L'un des autres thèmes forts de cette campagne, c'est la sécurité. Olivier Paccaud, vous avez travaillé pendant les 6 dernières années à la mise en place de la vidéoprotection dans les communes. Où en êtes-vous aujourd'hui de ce dossier? Peut-être Madame Allais, qui travaille, nous dit-elle, avec vous, peut nous répondre aussi sur cette question. Vous êtes un petit peu en retard en temps de parole. Bah, tout simplement, voilà. Pour moi, j'estime que notre département, c'est sûr, la sécurité est une priorité. Ça, c'est sûr. J'adhère totalement déjà. Bon, j'ai suivi le projet pour notre centre de supervision départementale qui est, bon, je tiens à le souligner, unique en France quand même. C'est un centre qui a été créé à Beauvais et un lieu en fait où de très nombreuses caméras de vidéoprotection peuvent Alors, être visionnées non, en temps parce que réel. ça, c'est voilà, ça permet. Voilà, moi, je trouve, j'adhère de dire qu'il faut soutenir les communes rurales particulièrement à s'équiper de vidéoprotection et ils ont la possibilité de se relier, donc d'être connectés à ce centre de supervision où il y aura une surveillance et autres, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut comprendre que dans les petites communes rurales, on a beau installer des caméras, on n'a pas les moyens ni le personnel pour être derrière et surveiller ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est quelque chose que moi, à laquelle j'adhère au niveau sécurité. N'oublions pas, bon, que moi je trouve que il faut féliciter nos gendarmes et puis nos pompiers, surtout dans la période actuelle. Ils ont besoin aussi d'être sereins, d'avoir des conditions de travail qui sont quand même optimisantes pour qu'ils puissent être aussi, penser à eux, travailler correctement. Notamment donc la rénovation des gendarmeries ou des centres de pompiers, l'équipement des policiers municipaux. Tout ça, c'est quelque chose qui est fait et qui va, pour moi, je trouve qu'il faut qu'on continue dans ce sens pendant la prochaine mandature. Parce que voilà, il faut donner les moyens aussi bien à nos gendarmes, pompiers, policiers municipaux et aider nos communes, et surtout les communes rurales, leur donner les moyens, les aider pour que la sécurité soit un atout quand même important. Monsieur Guignot, vous êtes d'accord avec vos adversaires sur ce point-là? Vous qui parliez de plan turbo sécurité dans votre présentation. Merci. Mais je vous en prie. J'aurais simplement rappelé, juste vraiment un quart de seconde, à notre ami Paccaud, notre collègue Paccaud, qu'il a oublié tout à l'heure, il s'est présenté comme ça, mais sur vos documents de campagne, c'est marqué LR et UDI. Mais comme c'est en petit, vous l'avez peut-être oublié. Mais c'est pas grave, simplement ce que je voulais vous dire. Alors, Non, mais je peux te répondre. Moi, Je c'est peux marqué te RN, répondre. il n'y a pas de problème. Non, mais Alors, laisse-moi te répondre sur ce point bien précis. Il y a certains Allez-y. candidats de la majorité départementale qui font figurer les D'accord. partis et d'autres ne le font pas. C'est mon cas. Eh bien, très bien. Alors, sur la sécurité, il y a plusieurs types de sécurité. Il y a aussi la sécurité routière, ça fait partie de la sécurité. On parlait Il de y a la un certain- vidéoprotection. là. Pardon La Oui, vidéoprotection. oui, on y vient. spécifiquement. Il y a aussi la sécurité On en peut pas matière critiquer. d'inondation, d'ailleurs. Par contre, justement, Madame Allais, je ne suis pas certain, mais vous pouvez peut-être me rappeler quel avait été le vote de votre groupe s'agissant de la vidéoprotection. Je crois que vous aviez tous voté de manière Pas du unanime contre. Alors, vous n'étiez Pas pas du là. tout. Bon, alors, Non, bah, non, écoutez, là, je mais vous sur arrête votre tout de suite. route, Absolument sur votre pas. groupe, c'est le cas, en tout cas. C'est possible. Alors, s'agissant de la là, non, mais là-dessus, par sécurité, mais contre, bien sûr, je précise. j'ai parlé tout à l'heure de plan turbo sécurité. Évidemment que ces caméras sont une avancée pour la sécurité, notamment dans les communes où les maires sont ravis d'accueillir 2 ou 3 fois par semaine les gendarmes qui viennent constater de manière visuelle un certain nombre de méfaits dans leur commune. Moi, je propose justement, c'est à peu près 50%. Je pense qu'il faut aller jusqu'à 60%, c'est-à-dire 10% de plus pour les communes, parce que beaucoup voudraient mettre des caméras ou mettre quelques-unes de plus. Mais il faut bien sûr qu'ils mettent les 50% de différence. Là, je pense qu'il faudrait passer à 60%. Ce serait déjà une aide supplémentaire. Et puis rendre accessible à toutes les communes le fameux centre de supervision. C'est vrai que nous avons soutenu cela parce que... C'est le cas.
Mais je le redis, quand vous faites ce que j'ai proposé il y a quelques années, eh bien, je Alors, vais tu pas n'as voter jamais contre. proposé de centre de Alors, supervision départementale. J'ai Plus c'est gros, toujours plus ça passe, mais il ne faut parlé pas de exagérer. J'ai parlé de vidéosurveillance à la place de vidéoprotection. Ah oui, nous, c'est Je- vidéoprotection. Voilà, ben voilà. une nuance. Mais est-ce que Alors, la sécurité, tout simplement, oui. est une compétence qui relève du département? Qu'est-ce que Mais- vous en non, pensez les uns et les Alors, autres? mais justement, Ah, il a assez la parole. je termine. Il y a là aussi, je vais rappeler à notre collègue Paco, que personne, enfin monsieur ne siège pas au département, mais que personne n'a voulu voter, par exemple, une proposition que j'ai faite par une motion de portique de sécurité pour réguler les flux dans les collèges, de portique de détection de métaux à l'entrée des collèges. La vidéo aux abords de l'établissement scolaire, j'ai là l'ensemble des motions que j'ai essayé de vous faire voter Alors. et de le faire. Vous avez refusé de le faire. Et ça, je le regrette fortement, parce qu'évidemment, il y aurait peut-être Double de temps de un parole. certain On va nombre laisser d'incidents. justement, Monsieur Horry et Monsieur J'aurais Guignot, vous êtes évité. un petit peu en avance. On va laisser Monsieur Paco répondre sur cette question de la vidéoprotection. Alors, Marie, oui, effectivement, la sécurité n'est pas une compétence départementale. Mais c'est malheureusement une préoccupation majeure de nos compatriotes. Et c'est pour ça que le département de l'Oise, en 2015, s'est saisi du problème par l'installation de nombreuses caméras de vidéoprotection dans les communes qui le souhaitaient. Rien n'était imposé. Et en l'espace de 6 ans, ce sont près de 2000 caméras qui ont été effectivement installées. C'est un coût d'à peu près 6 millions d'euros. Et pour être précis, la moitié de ces caméras sont dans des communes de moins de 3500 habitants. Donc, souvent dans des petites communes rurales. Mais la sécurité, c'est effectivement pas que la protection via la vidéo, c'est aussi le rôle des pompiers. Et là, je tiens à saluer le travail du président en charge des pompiers, notre ami Éric de Valroger. Nous avons lancé un plan de reconstruction de casernes. 16 millions d'euros. On vient d'inaugurer Grandvilliers. Il y en a 4 qui sont en chantier. On va continuer. Nous équipons les pompiers avec des gilets anti-lacération, avec des caméras aussi. Et surtout, la nouveauté pour le mandat qui vient, c'est que nous allons être le premier département de France, effectivement, et nous en sommes très fiers, à créer un centre de supervision départementale. Il existe, mais la loi ne lui permettait pas de fonctionner avant le mois de juillet. En fait, il va être mis en œuvre très opérationnellement au mois de septembre, mais il fonctionne et les décrets d'application de la loi sécurité globale qui le permettent ont été pris il y a une dizaine de jours. Alors, Excusez-moi, il y a un autre point dans notre programme qui va être mis en place et qui concerne les aînés, c'est le fait qu'on leur permette d'installer des alarmes anti-intrusion. Tous les aînés de plus de 65 ans pourront bénéficier d'une aide de 300 € pour installer ces alarmes. C'est un plan annuel de 1 million d'euros. Ça permettra 3000 installations par an. La sécurité, c'est une de nos priorités. On n'a pas attendu le Rassemblement national pour protéger nos collèges. Ils sont tous vidéoprotégés. Objectivement, nous n'avons aucune critique à ce sujet. le centre de supervision départementale, Monsieur Horry, si vous arrivez avec la gauche aux affaires dans quelques semaines, est-ce que vous le conservez et est-ce que vous multipliez la vidéoprotection dans les communes? Alors tout d'abord, je veux redire que la sécurité, la tranquillité publique, c'est un droit pour chaque citoyen. Ensuite, c'est comment on s'y prend. Pour le coup, et on utilise parfois ce mot à tort et à travers, c'est une compétence régalienne de l'État. Oui. Et donc nous restons attachés à l'idée que la sécurité publique, c'est d'abord la police nationale, et une police nationale de proximité qui malheureusement a été flinguée par Nicolas Sarkozy et malheureusement pas rétablie depuis, et d'une gendarmerie nationale de proximité, c'est-à-dire de moyens humains. Je discutais encore il y a quelques jours avec le maire de Céry-Fontaine dans l'Oise qui me dit les habitants de Céry-Fontaine, la gendarmerie, le week-end dont ils dépendent, c'est Méru. C'est-à-dire que quand ils appellent la gendarmerie le week-end, il n'y a pas un gendarme qui se déplace. Ce n'est pas de la faute des gendarmes, c'est de la faute du manque de moyens. Et qu'est-ce qu'on leur dit ? Allez voir monsieur le maire. Et évidemment, monsieur le maire, il a que ses bras pour réagir. Alors, et donc, vous développez la vidéoprotection, vous, la ou question pas la question de la vidéo, c'est un leurre. C'est-à-dire que et d'ailleurs, nous posons... pas ce que disent les gendarmes et les policiers. Oui, j'ai là, par exemple, le colonel Brémant, ancien commandant du groupement de gendarmerie de l'Oise. Il intervenait dans une émission à France 5 en janvier 2020, un documentaire sur la vidéosurveillance. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, nous, en fait,
on n'a aucun retour sur l'efficacité de ça. Il y en a effectivement beaucoup de caméras qui ont été installées dans l'Oise, mais tout ça ne remplace pas les moyens humains, la présence de gendarmes Complémentaire. sur le terrain. Et d'ailleurs, en fait, ce n'est pas une question dogmatique, c'est une question d'efficacité. Quand on avait fait venir, nous, un chercheur spécialisé sur ces questions-là, Laurent Muchieli, il explique que humainement, quelqu'un qui se retrouve devant un mur complet d'écran, eh bien, très rapidement, au bout de 20 minutes, on décroche. Humainement, on ne peut pas suivre tout ce qui se passe sur un écran. Ou alors, il faut que ça mobilise énormément de monde dans le centre de supervision. Donc vous, C'est vous autant de arrêtez la monde vidéoprotection. qui ne seront pas sur le terrain. Aucun. Et donc, on ne dérogera pas là-dessus. Et puisque complémentaire. Monsieur Paco a parlé des collèges, eh bien moi, j'ai été quand même assez atterré d'entendre un agent d'accueil des collèges nous dire que progressivement, on va remplacer les agents d'accueil physiques, les personnels humains, hommes ou femmes, par des vidéos. Eh bien moi, cette société-là, cette Pas logique-là, vrai. moi, je n'en veux pas. Faisant partie de Moi, la je suis commission scolaire, attaché à l'idée de la c'est pas vrai. C'est pas présence. vrai, ça n'a jamais été Tout décidé. à fait, à C'est pas l'idée vrai. de la présence humaine, parce que face aux problèmes humains, on n'a encore rien fait de mieux que l'humain, et c'est pas la technologie qui va régler les problèmes humains, y Alors, compris en matière de sécurité. On va avancer dans l'émission. Vous le savez tous, le ticket d'entrée pour le second tour est élevé. Il faut avoir rassemblé sur son nom au moins 12,5% des inscrits, ce qui fait que mécaniquement, si l'abstention est haute, ce qui est à craindre, il y aura plutôt des duels au second tour. On va rappeler quels sont les équilibres actuels au conseil départemental de l'Oise. Sa composition va s'afficher à l'écran. Michel Guignot, est-ce que vous ne redoutez pas ce fameux plafond de verre que le Front National de 2015 n'avait pas réussi à franchir? Je m'explique, présent dans tous les cantons au second tour et seulement 2 cantons gagnés au final. Et j'en suis la preuve vivante et j'en suis heureux. Et puis je crois que le temps a passé et malheureusement, pensez que la je ne vais rien situation est dire différente aujourd'hui? contre notre collègue, mais elle n'a peut-être pas fait le bon choix. Vous savez, je pense quand même que les Français, Macron, il y en a jusque-là. Et donc aujourd'hui, pendant 5 ans, eh bien, je pense que nous avons encore progressé. Bon, bien sûr, pas le Parti communiste. LR, même s'ils se font discrets et qu'infonés, on sait très bien ce qu'il en est. Pour l'instant, ils n'ont même pas de candidat à la présidentielle. Donc, qu'est-ce C'est qui fera une la autre histoire. différence, Mais ça selon n'empêche vous, pas cette fois-ci? qu'aujourd'hui, eh bien, nous allons à l'élection. Il y a un premier tour, il y aura un second tour, et nous espérons... écoutez, il suffit de 11 cantons pour prendre le département. Voilà. Et j'ai dit l'autre jour que si les électeurs le veulent bien, eh bien, j'aurai plaisir à accueillir mes anciens collègues, enfin ceux qui resteront, de la même manière qu'on nous avons été accueillis en 2015. Il n'y a aucun souci. Et nous ferons fonctionner la machine de bonne manière, bien entendu. Et donc, le deuxième tour, vous savez, ces élections à 2 tours, évidemment, permettent un certain nombre de tractations. Mais là, c'est sur chaque canton. Ça n'est pas sur l'ensemble du département que ça peut se faire. Oh, on l'a vu. Écoutez, c'est simple. Bon, peut-être Mme Mallet, qui est partie chez la REM, se rapprochera. C'est déjà fait, au propos que j'entends d'ailleurs, du parti politique qu'incarnait M. Paco auparavant. Mais là encore, c'est simple. Il suffit peut-être de regarder vers Marseille ou la PACA. Eh bien, si les électeurs veulent encore être trompés sur la marchandise, il faut qu'ils fassent le choix de LR ou de la REM, puisqu'ils finiront, je vais rester gentil, par se marier peut-être entre les 2 tours. Mais ça, c'est effectivement, ce n'est pas de mon ressort. Nous sommes à l'élection, nous resterons dans cette élection et nous maintiendrons là où on peut se maintenir, bien sûr. Je m'adresse à vos adversaires. Est-ce que le Front républicain, pour faire barrage au Front national auparavant, au Rassemblement national aujourd'hui, c'est toujours d'actualité en Ça marche 2021? plus. Ça marche plus trop, dit M. Guignot. Comment sur, Monsieur Paco, peut-être, qui est un petit peu en retard en temps de parole. Écoutez, là, je serai bref parce que moi, comme mon ami Xavier Bertrand, il n'y a pas de tractation, les choses sont claires. On verra ça. Il n'y a pas de tractation, les choses sont claires. Les candidats de l'Oise en action de la majorité départementale gagneront seuls. Gagneront seuls, il n'y aura pas d'alliance avec personne. Et soyons très clairs, la seule alliance qu'on fera, qu'on a toujours faite, c'est avec les électeurs, c'est avec le peuple, c'est avec les Oisiens. Notre seule alliance, notre seul parti, c'est l'Oise. Donc pas pose la d'alliance question parce avec que- La République En Marche, avec le RN,
ou la Justement, gauche. les frontières politiques à droite se floutent de plus en plus. Les Républicains ont parfois un discours très sécuritaire, comme Guillaume Pelletier, le vice-président du mouvement, qui n'hésite pas à dire qu'il se sent proche de certaines idées du Rassemblement national. Dans l'hypothèse où votre mandat serait renouvelé par les électeurs, est-ce que vous seriez prêt à faire alliance avec le Rassemblement national pour obtenir la majorité au sein de l'Assemblée? Vous savez, entre le Rassemblement national et ma famille politique, il y a la Croix de Lorraine et il y a un océan de valeurs. Donc il n'y aura pas d'alliance. Est-ce que vous voulez répondre à ça, Monsieur Horry, sur Ce que je les veux dire, alliances c'est d'entre-deux c'est tours? qu'en l'occurrence, dans l'Oise, dans les 21 cantons de l'Oise, il y a un rassemblement très large de toutes les forces de gauche et écologistes. C'est inédit dans notre département et ça met la gauche et les écologistes en position d'être présents dans la plupart des départements, dans la plupart des cantons pour le deuxième tour et donc d'être en situation de gagner, d'être victorieux dans toute une série de cantons, bien au-delà de ceux qui étaient restés à gauche Donc vous en pensez que vous 2015. n'aurez pas besoin de faire d'alliance? Bah, je veux dire, dans la plupart des cantons, on a une situation inédite où, où dès le premier tour, il n'y a que 3 candidats. Il y a la majorité sortante LR, il y a le Rassemblement de la gauche et des écologistes et il y a le Rassemblement national. Donc il y a un choix très clair, limpide, qui est à faire au premier tour. Et au deuxième tour, il risque effectivement, compte tenu du seuil éliminatoire des 12,5% des inscrits, d'y avoir dans l'essentiel des cantons que les 2 premiers candidats qui sont repêchés pour le deuxième tour. Et cette fois-ci, la gauche a la possibilité d'être présente dans la plupart des cantons, ce qui ferait au demeurant, et les auditeurs, téléspectateurs ont pu en juger là ce soir, ce qui fera effectivement une vraie opposition, une vraie alternative, parce que mon voisin d'extrême droite, les téléspectateurs ont pu, les téléspectateurs ont pu juger que parfois c'était un peu une opposition au pot de lapin. D'ailleurs, je crois que c'est son collègue Le Tourneur qui, je crois, est maintenant en indélicatesse avec son parti, mais qui a dit que le groupe Rassemblement national au département avait été dans une collaboration totale avec la majorité Il a effectivement de droite. été assez sévère avec vous, Monsieur Le Tourneur. Monsieur Guignot, vous n'avez pas été une vraie opposition? D'accord, vous me permettrez de ne pas m'exprimer sur mon ancien collègue, il y a de bonnes raisons. D'accord? Donc c'est un peu moyen d'utiliser ça pour commencer. Par ailleurs, vous savez, quand il s'agit de boucher les trous dans la route, je suis pas contre. Quand il s'agit d'aider les gens qui sont dans la détresse, je ne suis pas contre. Et quand il s'agit d'aider la jeunesse, je ne suis pas contre, je suis pour. Voilà. Donc les choses sont claires. Excusez-moi, mais il y a un tout petit historique à rappeler quand même en matière d'alliance ou en matière de front républicain. En 2015, il y a eu 2 triangulaires, simplement. Je suis bien placé pour le savoir, j'en ai vécu une. Où donc la gauche, c'est à Mouilly et à Clermont, la gauche était en position de faiblesse, aurait dû éventuellement, si elle voulait lutter contre les odieux Front National, se retirer pour faire barrage. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est maintenue en permettant éventuellement le risque d'une élection d'un diable du Front National. Donc les leçons de morale de la gauche en matière d'alliance dans l'Oise, c'est impossible à nous les donner. C'est impossible. Monsieur Pacaud, puisque vous avez évoqué Xavier Bertrand, vous pourriez avoir au moins la décence de rappeler ce qu'a été le comportement de la gauche entre les 2 tours J'aurais aimé que ce soit la même chose dans le département. de l'élection régionale. Et la gauche a toujours fait barrage à l'extrême droite. Et je crois qu'il y a là aussi aucune leçon à recevoir d'une droite dont je m'inquiète un peu de voir un peu ces dérives. Voilà. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des faits. Voilà, c'est tout. On va laisser un petit peu la parole à Madame Allais. Donc, La République En Marche présente 3 binômes pour ces élections. Elle en soutient 2 autres. Comment expliquez-vous les difficultés d'implantation du parti présidentiel dans l'Oise? Qu'est-ce qui a posé problème? C'est la parité? Alors, une partie, on va dire oui, la parité. Comme je l'ai dit en introduction, c'est un parti récent. Enfin, c'est un mouvement qui est très jeune. Il a à peine 4 ans. Donc, il faut, comme chaque parti, notamment les partis qui sont présents là, qui existent quand même depuis des décennies, y compris, contrairement à, on va dire, centre, sans étiquette. C'est pas évident. Je vous le dis honnêtement. Moi, la première, j'en suis désolée. Donc, je ne vais pas dire des choses Vous avez été socialiste pendant près de 20 ans. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti avec la gauche unie dans ce combat, avec peut-être plus de chances d'être élu? Quelles étaient les valeurs dans lesquelles vous ne vous reconnaissiez plus, peut-être? Non, c'est même pas un problème de valeur, encore une fois.
je vais noter. Vous savez, quand vous êtes élu, et ou vous avez envie d'être élu, quand vous vous présentez, je suis désolée, je ne me présente pas pour une étiquette forcément. On travaille, on se présente pour l'intérêt général, pour travailler pour tout le monde. Donc bon, j'étais avec effectivement la gauche, j'ai été socialiste. Je rappelle que j'ai rejoint le mouvement La République En Marche. J'étais encore, donc je venais d'être élu sur effectivement à l'époque l'étiquette gauche, voilà, gauche Oise, enfin, Oise unie, comme ils appelaient à l'époque en 2015. J'ai rejoint M. Macron parce que voilà, tout simplement, je l'ai connu. Les valeurs, ce qu'il présentait me convenait personnellement. Donc il y a, encore une fois, raison, la guéguerre entre la droite, la gauche. Il y a un moment, donc la présentation était de s'unir et de travailler ensemble. Ce qu'on fait aujourd'hui, on l'a fait pendant 6 ans. Après, pourquoi je ne me présente pas pour la gauche ? Parce que tout simplement, la gauche ne m'a jamais posé la question, déjà m'a jamais demandé. Et d'une part, et d'autre, je suis dans le mouvement, je l'assume, et j'en suis fier, de La République En Marche. Donc, je suis partie sous l'étiquette de La République En Marche. Et je n'ai pas de critique particulière à un parti ou à un autre. Moi, je dis aujourd'hui, c'est une élection départementale. On doit s'unir pour effectivement avancer et surtout penser à l'intérêt général Alors, de tous nos votre concitoyens. adversaire à tous, ça va être l'abstention qui s'annonce Exactement, record. voilà. En plus, il est difficile de faire campagne en période de Covid, Tout à fait. quand on ne peut pas se rassembler. Comment est-ce que vous allez essayer de convaincre les électeurs de venir voter les uns et les autres ? Écoutez, on fait tous campagne. Voilà. Et moi, là, en faisant campagne, j'ai envie d'aborder un petit sujet bref, c'est quand même l'éducation et la jeunesse. Parce que c'est un sujet majeur pour le département. Alors, il nous reste 1 minute 30 moi, pour une tout le minute. monde. Écoutez, Pour moi, tout le monde. 30 secondes Pas que pour chacun vous, avant monsieur la conclusion. Paco. Moi, je veux Avant vous la parler de la conclusion, jeunesse, bien évidemment. de l'éducation, parce que c'est un sujet sur lequel le département a fait énormément et où on est très fiers de ce qu'on a fait. Pendant 20 ans, il n'y a pas eu de collège de construit. On en construit un, là, qui va être inauguré au mois de septembre à Crèvecoeur-le-Grand. On en reconstruit un à Auneuil. Crèvecoeur, 20 millions d'euros. Auneuil, 16 millions d'euros. On a étendu la chapelle en Serval, 7 millions d'euros. On refait une salle de sport à Neuilly-en-Telle. Nous allons, au niveau des jeunes aussi, on a remis en place le numérique dans les collèges, alors que la situation était catastrophique Alors, on va du fait laisser d'Ordi 60. peut-être Donc vos la adversaires priorité répondre pour nous, là-dessus. c'était la jeunesse, excusez-moi, et vraiment, on a fait des efforts colossaux là-dessus. On en est fiers et il fallait le dire. Sur l'éducation, brièvement. Ouais, sur l'éducation, je pense qu'il y a beaucoup à faire, y compris par exemple, là j'entends que Olivier Paco continue de se réjouir qu'on ait supprimé totalement l'équipement informatique des collégiens. Moi j'ai encore eu un témoignage de familles Aux familles en difficulté. disant que durant la période où l'école se faisait à la maison, eh bien, de familles où il n'y avait que le téléphone portable pour pouvoir faire le Si lien le demandait, ils en avec le avaient. collège. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et la suppression pure et simple, en se félicitant que c'était une économie de fait de dispositifs de l'ordinateur pour chaque collégien, ça a été une faute. Il était à réévaluer, il était à repenser complètement avec les équipes pédagogiques. Je pense que ça a été un défaut de l'époque, tout à fait. Mais par contre, je pense que c'est une question, y compris que la crise Covid nous oblige à complètement Vous reconsidérer. avez encore tous, les uns et les autres, forcément beaucoup de choses à dire et beaucoup Oui, d'arguments à certainement. développer. Permettrait Mais juste l'émission peut-être- touche à sa fin. Monsieur Guignot, vous nous en direz un mot dans la conclusion. Ah bah tiens. La campagne, vous allez la parlait poursuivre sur le terrain. Néanmoins, vous allez avoir chacun 1 minute pour conclure ce débat. Et je précise que là encore, votre ordre de passage est le résultat d'un tirage au sort effectué avant l'émission. Ilham Allé, c'est à vous. Votre caméra est juste en face de vous. Une Tout minute. simplement, je tiens, puisque vous m'en donnez l'occasion, je voudrais vraiment remercier tous les acteurs du département. Ça va de nos gendarmes, nos policiers, nos pompiers particulièrement. Et puis avec la crise actuelle, le monde médical, ça va des infirmières, des médecins, des assistantes maternelles qui ont fait un travail exceptionnel auprès des enfants, le monde éducatif. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, je tiens à... Ils travaillent pour le bien-être et pour se sentir bien, pour notre sécurité au sein du département. Après, si j'ai un mot de plus à dire, j'appelle tout simplement tous les citoyens, en tout cas je souhaite, qu'ils se mobilisent tous le 20 et le 27 juin prochain pour élire leur représentant local dans la joie et de la bonne humeur.
Merci Lamalé. Michel Guignot, je vous laisse conclure. La caméra est juste en Oui, face. eh bien, merci. On aurait pu effectivement dire un mot aussi sur le barreau Creil-Roissy, enfin Picardie-Roissy, On a et manqué aussi de sur temps, le canal effectivement. Seine-Nord. Mais tout à l'heure, vous parliez de la jeunesse. Il faut aussi penser peut-être à la lutte contre l'apologie du terrorisme dans les écoles et à l'islamisation des jeunes dans les établissements scolaires. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, je vais m'adresser donc directement aux électeurs, à ceux qui nous regardent, s'ils ont eu la patience d'attendre ce soir. Chers Français, si vous ne supportez plus l'insécurité, le terrorisme, l'islamisme politique, l'immigration illégale, eh bien, dès le premier tour, il faut aller voter RN. Électeurs des Républicains, si vous ne voulez pas être trahis au deuxième tour, comme ce sera le cas en PACA avec M. Muselier, par vos responsables qui sont très souvent Macron-compatibles, eh bien, allez voter RN dès le premier tour, le 20 juin, et retournez le 27 s'il le faut. Nous pouvons gagner le département avec 11 cantons. Ce sera chose faite si nous gagnons 11 cantons. Ne laissez pas passer cette chance historique. En attendant, bien sûr, le verdict de la présidentielle, où là, nous pourrons changer beaucoup de choses en France. Commençons par le département de l'Oise. Merci Monsieur Guignot. Monsieur Horry, c'est à vous 1 minute pour conclure. Merci. Donc, je pense que les téléspectateurs l'ont vu ce soir. Il y a de vrais choix, il y a de vraies oppositions sur toute une série de questions. Parfois, les électeurs disent oh, tous se ressemblent, tous. Non, non. Il y a bien des politiques différentes qui peuvent être menées. Et là, ça va être assez simple pour les électeurs de l'Oise dans la plupart des cantons, puisqu'il n'y a dans la plupart des cantons que 3 forces en présence. La majorité LR sortante, on va dire la droite libérale, qui finalement, globalement, n'a pas tiré les leçons de la crise Covid, de la crise écologique. Les forces du Rassemblement national qui restent dans leur thème obsessionnel qui finalement divise notre peuple, sème de la haine, et puis les binômes de l'Oise en commun qui rassemblent toutes les forces de gauche et écologistes et qui peuvent, c'est inédit depuis longtemps, se retrouver dans presque tous les cantons au deuxième tour. Donc tout va maintenant dépendre de la mobilisation des électrices, des électeurs. Ça vaut vraiment le coup pour changer les choses demain dans notre département. Merci Monsieur Horry. À vous la conclusion également, Olivier Pacot. Vous avez 1 minute. Merci. Proximité, efficacité, sécurité, solidarité, c'est notre slogan, mais c'est aussi notre ligne d'action. À votre service, habitants de l'Oise, au service de l'Oise. Nous voulons être rigoureux, généreux, ambitieux. Rigoureux, on l'a toujours été en matière de gestion, parce que ce n'est pas une tare que de bien gérer votre argent, vos impôts. Et le fait de ne pas avoir augmenté la pression fiscale, d'avoir fait des économies, ça nous a permis d'être très généreux, de redistribuer énormément aux communes, 50 millions d'euros. Pratiquement aucun département ne fait ça chaque année. 10 millions d'euros via les passes permis, passes avenir, de nombreuses aides aux associations, de nombreuses aides aux aînés. Généreux, mais aussi ambitieux. Nous voulons faire de l'Oise la championne de France de la sécurité, notamment dans la ruralité, avec notre centre de supervision départementale. Comme nous avons fait de l'Oise la championne de France de la citoyenneté avec le passe permis citoyen. Mes chers amis, pour terminer, j'ai qu'un seul mot. Vive l'Oise. Merci à tous les 4. Et la campagne pour ces élections départementales se poursuit jusqu'au 18 juin. Premier tour, je vous le rappelle, est dimanche 20 pour choisir ceux qui vous représenteront et qui prendront les décisions pour les prochaines années. Merci à vous 4 d'avoir accepté de participer à ce débat et d'être venus défendre avec vigueur vos convictions et vos idées devant les téléspectateurs. Merci à toutes les équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission. Merci également aux documentalistes de France 3 Picardie pour leur concours. D'autres débats à venir en région et dans les 5 départements des Hauts-de-France. Plus précisément pour nos téléspectateurs, le débat dans l'Aisne sera diffusé le 14 juin et celui de la Somme le 16 juin. Passez une très bonne soirée sur France 3 et à bientôt. Au revoir.